Nous avons le plaisir de recevoir un jeune Martiniquais engagé, Laurent Ursulé, formé à la philosophie, à la culture et au patrimoine, encensé par ses pairs. On dit de vous, un nouveau poète martiniquais est né, un nouveau grand poète martiniquais est né. Bonjour Laurent. Bonjour Karina. Vous êtes âgé de 45 ans? 44. 44, bientôt 45. Un âge tout est, ouais. Vous avez de multiples cordes à votre arc. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, Laurent? Alors ça dépend de ce que vous entendez par présenter. Mais dites-nous un peu qui vous êtes, vos aspirations, votre parcours, votre trajectoire de vie. Ça va être long, mais je réponds au nom de Laurent Christian Ursulé. Oui. Je suis Laurent Christian Ursulé. Oui. Et je suis aussi Laurent Christian. La distinction, comme je vous disais, c'est une volonté de reprendre possession, de se renommer. Peut-être pas pour la renommer, mais pour reprendre possession de ce qui est libre de créer. Et la création, c'est aussi ça, c'est aussi prendre possession de son identité à un moment donné, ce que j'essaie de faire par ma création poétique. Et mon souhait de me présenter à vous, donc là, comme Laurent Christian, c'est celui qui me détermine aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est l'espace de liberté que je me suis octroyé personnellement en créant avec le nom de mon père, le prénom de mon père, comme beaucoup de traditions anthroponymiques, entre guillemets, d'Afrique ou d'ailleurs le permettent. Reprendre le nom du père, c'est quelque chose qui est assez commun. J'ai pris le nom du père, le prénom de mon père, Laurent Christian, pour signifier que dans ma création, je suis fondamentalement libre de choisir la manière de me présenter et de me nommer à vous. Donc c'est pour ça que je tiens aujourd'hui à ce qu'on parle de Laurent Christian, peut-être plus que de Laurent Christian Ursulé. D'accord, très bien Laurent Christian. Donc vous nous parliez effectivement du nom du père à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos parents, de votre jeunesse? Mes parents sont des Martiniquais de souche, on va dire, qui se sont employés à éduquer 2 enfants, qui se sont battus pour parvenir à survivre dans le monde difficile qui était le leur, qui sont des gens qui ont suivi un schéma un peu classique à l'époque du Bimidum, qui se sont expatriés donc en France à un certain moment, qui ont construit leur avenir entre guillemets professionnel là-bas, et qui sont tout de suite revenus après pour servir le pays et le servir dans la sphère publique. Donc ma mère a été professeure de lettres, professeur de français, et mon père a été un inspecteur de la DAS et en même temps un grand syndicaliste à la pointe du combat ouvrier en Martinique. Et ce sont 2 militants de la vie, militants du bien commun, qui nous ont inculqué ça, qui m'ont inculqué dès le plus jeune âge, de la même manière qu'ils m'ont inculqué la soif de connaître le monde et puis de le voir avec nos propres yeux, par le biais de l'art, d'une part, et puis aussi par le biais de l'inscription dans la cité, donc par le biais du politique, le biais de l'engagement dans la cité, l'engagement social. Et ce sont des gens que j'aime profondément, que je remercie pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils m'ont donné. Et l'héritage, c'est aujourd'hui cette concrétisation-là d'individus qui s'assument pleinement et de Martiniquais qui s'assument pleinement. D'accord, donc vos parents vraiment sont vos aspirations, en fait, vos inspirations. Ce sont des sources d'inspiration, de reconnaissance. Reconnaître qu'on est en fait issu d'une lignée, qu'on n'est absolument pas individué, mais qu'on est indivisible justement, et qu'on est soumis à une lignée ancestrale et un héritage qui passe pas uniquement par mes parents, mais par toute la lignée qui a précédé. Et oui, je reconnais ça. Donc c'est aussi une reconnaissance, c'est un salut, c'est un merci quotidien et continuel, oui.
Et à quel moment la poésie est rentrée dans votre vie, Laurent? La poésie est rentrée très tôt dans ma vie parce que ma mère étant professeure de lettres, alors on était baigné par les livres à la maison. Donc j'ai fréquenté, en bon professeur de lettres qu'elle était, pas mal d'auteurs de la Martinique, de la Caraïbe et français ou internationaux très tôt. Et puis elle a aussi été, ma mère, une enseignante de théâtre. Et très tôt, dès le CP, elle m'a converti à la pratique et j'ai eu à présenter sur scène au primaire soit des pièces de théâtre, soit des poésies, en général des poésies. Et ça m'a beaucoup, effectivement, marqué à cette époque-là. Et puis, pour des raisons existentielles, j'ai commencé, moi, vraiment à écrire alors, sur ce qu'on appelait les petits cahiers, les petits carnets que vous connaissez tous. Et puis, au fur et à mesure, au lycée, j'ai commencé à écrire différemment. Et toujours avec une seule pulsion, celle de l'écriture poétique, dès le départ. Donc c'est né comme ça et ça continue. Et que pensaient vos camarades de vous à cette époque? Puisque c'est plutôt une époque où, effectivement, où on est un peu léger, on n'est pas, on pense pas en fait à des choses très importantes de la chose adulte, du monde des adultes. On est plutôt dans la légèreté, dans l'insouciance. Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Alors c'était pas des textes publics en général. Effectivement, c'était plutôt à l'époque des textes qui avaient pour but de séduire, on va dire. Souvent la gente féminine. Donc c'était plutôt une poésie romantique, on va dire. Mais c'était une poésie qui avait l'air de marquer et d'être appréciée. Et de faire son effet, entre guillemets. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. Et puis j'avais des textes un peu plus personnels et peut-être plus sensibles d'une certaine manière quand il s'agit de parler de fibres personnelles et intimes, et qui n'étaient pas, à mon sens, à ce moment-là, diffusables, quoi, que je ne pouvais pas montrer et que j'ai conservé pendant longtemps. Et j'ai continué donc après à travailler, à écrire de manière plus sérieuse, comme vous disiez, sur des sujets un peu plus sérieux et en même temps délicats, et très sociaux ou politiques, jusqu'à un moment donné me diriger plutôt vers des écritures vraiment politisées à une époque universitaire où on avait monté une revue entre copains à l'époque avec un ton particulier qui s'inscrivait dans la critique sociale, la critique politique. Et puis l'écriture qui était cachée, le texte caché qui était le mien, le texte poétique, suivait son cours, mais toujours à l'abri des regards. Et puis il s'est dévoilé petit à petit jusqu'à attendre quand même quasiment 20 ans pour que je fasse le pas. Et au début de votre, justement, de votre écriture poétique, au collège et au lycée, les thèmes en fait qui étaient intimes, c'était en fait de quel ordre? Les thèmes en fait que vous ne partagiez pas avec tout le monde? Alors c'était un regard très introspectif entre guillemets sur la vie personnelle, sur l'expérience quelle qu'elle soit, l'expérience familiale, l'expérience amicale, l'expérience amoureuse, l'expérience scolaire, l'expérience universitaire à un moment donné, l'expérience sociale de manière générale, et puis d'autres thèmes historiques ou autres, mais c'était des choses que je considérais comme ne pas être suffisamment abouties, quoi. D'accord. Et sur le besoin de mettre des mots sur les mots, UX, vous avez évoqué, eu envie très tôt, en fait, d'écrire, en tout cas l'écriture poétique. Mais à quel moment êtes-vous tombé réellement amoureux de la poésie, de l'écriture? Comme je vous l'ai dit, je suis tombé amoureux très tôt de l'écriture et de la poésie en particulier, de la littérature d'une manière générale, parce que je n'ai pas eu le choix, d'une certaine manière. J'habitais, je vivais, je dormais dans une bibliothèque, c'est-à-dire que mon lit était dans la bibliothèque. Ma chambre, c'était la bibliothèque à une époque. Donc j'ai très tôt fréquenté les livres et j'ai été amoureux de la littérature. Par contre, effectivement, écrire et écrire de manière poétique, ça a pris un peu plus de temps, effectivement. Il y a eu quelque chose de fracturant d'une certaine manière. Ça a été ma rencontre avec
deux choses, avec un grand texte et avec un grand échec. Et cet échec et ce texte ont transformé ma façon d'aborder l'écriture. Vous pouvez nous en dire plus? Je vais vous en dire plus. Dans l'ordre chronologique, le grand échec vient avant. Alors, j'ai été un élève, on va dire, du primaire au collège, ayant fréquenté des classes, je dirais des classes petites bourgeoises, où on était, où il y avait une compilation de bons éléments. Vous connaissez ça? Compilation de bons éléments réunis dans une classe. Ça a été le cas durant mon primaire jusqu'au collège. Jusqu'à la 6e, 5e, 4e, on mettait les élèves jugés meilleurs que d'autres, ou alors dans des sections particulières comme latin, avec des langues anciennes. Voilà, on avait des classes particulières où on rassemblait un certain nombre d'éléments considérés comme ayant un potentiel. On ne va pas se cacher les choses, même si ce n'était pas dit souvent officiellement, c'est comme ça que ça fonctionnait. Il y avait même des lycées préférentiellement choisis par une certaine petite bourgeoisie. Que vous avez fait d'ailleurs. Que j'ai fait pour certains. Et donc ça a été mon continuum scolaire jusqu'à la 4e, 3e, où je me suis, à partir de la 3e, détaché de l'école, d'une certaine manière. Où je dis souvent à des amis ou à la famille que j'ai arrêté l'école en 3e. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment arrêté de travailler. Vivant sur mes acquis, de bon élève jusqu'à la 4e, on va dire, j'ai arrêté de travailler et j'ai découvert le monde. J'ai découvert les amis, j'ai découvert la rue, entre guillemets, j'ai découvert les femmes, etc., etc. Et c'était tellement plus excitant, c'était tellement plus vibrant existentiellement que je me suis donné corps et âme à cette nouvelle vie-là, cette découverte-là. Mais cette découverte-là, elle avait un prix. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être bon partout, ni dans la rue, ni à l'école. Et les lacunes, on va dire, se sont accumulées. Elles se sont accumulées jusqu'à la terminale. Et à la terminale, que j'ai faite dans un autre lycée que le lycée Schellcher, où j'étais initialement. Je suis passé donc après au couvent, où ma mère enseignait, couvent de Cluny, avec un environnement très spécial et une approche différente de l'éducation, mais aussi un contexte social complètement différent. Eh bien, en terminale, j'ai été confronté à l'échec, et donc à l'échec au bac, qui est un élément, quand on vient du milieu dans lequel je viens, et quand on a suivi le cursus qui est le mien, jusqu'en terminale, de bon élève du primaire au collège, qui devient une forme de cancre au lycée, d'une certaine manière, croyant qu'il allait pouvoir réussir sur ses acquis, etc., sur son capital culturel, son capital social, etc., confronté à ses manquements. Et donc, confronté à l'échec au bac en terminale. Et donc ça, c'est une vraie claque dans une vie d'étudiant ou de jeune lycéen. Et prise de conscience ultime à l'époque, qui me permet, donc, cette année-là, de renverser entièrement la vapeur et de redémarrer une vie nouvelle. Et de la redémarrer à partir d'une chose aussi. Donc à ce moment-là, les programmes scolaires changent en Martinique, en France. On est dans les années 94-95. Et je découvre réellement, non plus par une fréquentation approximative ou un petit plongeon, ça et là, dans une bibliothèque, je découvre, ça va être classique ce que je vais dire, mais je découvre Césaire. Je découvre le cahier d'un retour au pays natal. Et moi, j'avais besoin de vrais retours à la vie, à ce moment-là. Confronté à cet échec-là, il fallait retourner à quelque chose de positif. Je baignais dans un océan de négativité, quoi. Et ce texte-là était donc la seconde étoile marquante et qui a guidé ma reconversion, ma reprise en main existentielle. Et donc,
l'un dans l'autre. La poésie s'est imposée comme la voix. Césaire est important, donc il a été en fait le déclic, l'élément qui vous a sorti un peu comme vous disiez, la rue. Quand vous parliez de la rue, en fait, vous parliez de quoi? Quand je parle de la rue, je ne parle pas de délinquance, je veux dire, importante. Je ne parle pas de rupture avec la famille, je ne parle pas de césure véritablement existentielle, mais tout de même, à l'époque, je veux dire des choses intimes, mais c'est important. À l'époque, l'expression de cette je reprends le thème que j'ai voulu éviter, de cette rupture-là, ça a été le départ du cocon familial un certain temps pour vivre en terminale ailleurs que chez mes parents. Et pour reprendre un fil conducteur différent. Donc il y avait ce genre de difficultés à affronter. Et ben oui, ça participe de ce retour à la vie là. Et si vous aviez en fait à revenir en arrière, est-ce que vous auriez fait les mêmes expériences? Je n'aurais pas changé le moindre centimètre, ni la moindre seconde, le moindre instant de ma vie. Il n'y a pas un grand écrivain qui a été récemment pris Goncourt, Mohamed Mbougar-Sarr, qui nous a enseigné, redit, rappelé qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des destins qu'on ignore. Je crois que c'est vrai, je crois que si les choses n'étaient pas écrites, elles étaient nécessaires. Et j'assume pleinement tout mon passé et j'assume entièrement l'être que je suis aujourd'hui. Et si je n'avais pas connu, si je n'avais pas fait ces expériences-là, ça n'aurait pas pu être le cas. Donc, je n'aurais rien changé, absolument rien. Donc une fois le bac en poche, vous partez et vous partez en fait à la Sorbonne? Pas tout de suite. Je fais quand même 3 ans en Martinique, jusqu'à la licence. Jusqu'à la licence d'histoire, et puis je pars ensuite effectivement en France, en Sorbonne, pour les études que vous avez citées au départ, histoire économique, littérature comparée, philosophie. Et ben là, ayant repris depuis un petit moment la bonne voie, on va dire, le parcours était tracé, était intéressant, était vif. Et le retour en Martinique se fait à quelle année? Le retour en Martinique s'est fait aux alentours des années 2000-2001. 2000-2001 pour des raisons professionnelles et pour m'inscrire dans une voie qui me tient à cœur encore et dans laquelle je suis toujours, la culture et le patrimoine. C'est très important pour vous, ça, la transmission et la réflexion sur... C'est fondamental, de la même manière que l'existence poétique, c'est un mode de vie, la défense de la culture et du patrimoine martiniquais, caribéen. Alors, justement, sur votre trajectoire, en fait, vous analysez quel regard portaient vos parents, qui étaient quand même des parents, en fait, attentifs à l'avenir de leur fils? Quel regard portaient-ils sur vos trajectoires et vos envies de l'époque? Mes parents me faisaient confiance, ils m'ont beaucoup fait confiance, même quand ça n'allait pas scolairement à une époque. Je suppose parce qu'ils étaient persuadés que le capital que j'avais acquis avant, d'un point de vue scolaire et culturel, m'aurait permis de me sortir des faux pas rapidement, etc. etc. Ça n'a pas été le cas tout de suite. Ils n'ont jamais exprimé de déception vis-à-vis de leur fils. Ils n'ont jamais... ils m'ont toujours cravaché quand il fallait, sermonné, indiqué la voie la meilleure, celle qu'ils pensaient la meilleure. Ils ont toujours été de bons conseils, avec le recul, mais ils avaient du mal à comprendre, comme c'est souvent le cas chez des parents face à un adolescent en construction, l'élan vital et libertaire de
de cet enfant qui était capable à un moment même de quitter le domicile familial pour, pendant la période du lycée, vivre chez sa grand-mère, par choix, par volonté de rupture, etc. Et ça n'a pas été facile pour eux. Mais ça a été accepté, ça a été digéré, et la communication n'a jamais été rompue, même quand elle était difficile. Et concernant votre grand-mère, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelle grand-mère elle était, en fait, par rapport à son petit-fils? Je pense qu'il y a un seul mot qui pourrait résumer tout ça. C'était une grand-mère aimante. Je suis une enfant deuxième, bienveillante. Donc, elle m'a rendu service, rendu grâce, et elle a été présente à ce moment-là. C'était une bonne grand-mère. D'accord. En 2021, donc, vous avez été récompensé pour votre recueil de poésie Les mots du silence. Le recueil a été récompensé. Comment? Le recueil a été récompensé. Il a obtenu le prix. Vous avez donc été récompensé, Laurent, oui, votre recueil, donc c'est vous, en remportant donc le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout Monde, porté par l'Institut du Tout Monde, fondé par Édouard Glissant. Est-ce que vous vous y attendiez? Absolument pas. Absolument pas. Pas parce qu'on avait concouru de manière assez particulière, l'éditeur K-Édition, donc Jean-Marc Rosier et moi-même, c'était plus une sollicitation qu'un désir de l'éditeur de concourir pour le prix Carbet. Et donc, le manuscrit est parti effectivement près du jury, mais on n'avait aucun attendu, et on a découvert de manière surprenante qu'on était bien dans la sélection, et puis qu'à un moment donné, le livre avait été lauréat, quoi. Vous êtes toujours encore étonné? Étonné, plus maintenant. J'ai compris. J'ai été effrayé. J'ai été effrayé, et puis j'ai été... il y a une joie indescriptible à un moment donné, quand on comprend que qu'on hérite de ce prix avec sa renommée, son prestige et puis son histoire. Et pas étonné parce que mon écriture, pour moi, est sans limite. Donc, je ne cherche pas à être récompensé pour cette écriture-là. C'est quelque chose qui se fait de manière fondamentale et existentielle. C'est une nécessité. La nécessité d'écrire, c'est pas une nécessité d'aller concourir pour un prix. Ce sont d'autres affaires qui ne concernent pas l'acte d'écriture. Donc, il n'y a pas d'étonnement, parce qu'on sait qu'on est dans un marché éditorial, dans un marché de la littérature à un moment donné. C'est mon premier livre. Mais oui, étonné que ce premier livre-là soit reçu de cette manière-là. Et il faut assumer après. Et la question, c'est surtout qu'est-ce que tu fais après. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Je vais faire ce que je fais, je continue à écrire. Sortir ce qui méritera de l'être, mais être traversé par la nécessité d'écrire, c'est ma vie. Vous êtes quand même quelqu'un de très humble, puisque comme l'écriture fait partie de vous, en fait, on a l'impression des fois que vous n'admettez pas en fait de pouvoir être récompensé pour quelque chose qui est un peu vital pour vous. C'est pas la récompense qui est importante, c'est pas le prix. La récompense, c'est la lecture. Être lu, que des gens, que des lecteurs me fassent des retours et que je sente que ça parle, que ça touche, que ce soit compris d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est important, c'est ça qui est beau, c'est ça qui touche, c'est ce qui pourrait peut-être motiver le besoin à un moment donné de s'exposer, parce que c'est aussi ça, écrire, pas que pour soi, à un moment donné, si on veut publier, c'est qu'on veut s'exposer, et s'exposer, c'est attendre de l'autre un retour en termes de lecture, et que ça frappe, que ça touche,
C'est ça la reconnaissance. Et pour revenir justement au début, en fait, il y a eu quand même des pères importants qui ont dit de vous, je reprends, qu'un nouveau grand poète martiniquais est né. Je leur laisse la paternité de leurs propos. Oui. Un poète martiniquais est né en 1977, ma date de naissance. Qu'il soit grand selon les termes des uns ou des autres, c'est pas l'essentiel. C'est qu'il existe, c'est qu'il transmette. Et qu'il continue à écrire et qu'il serve ses valeurs, ses idéaux et la littérature sans frontières, sans limites. C'est ça la grandeur, à mon avis, serait celle-là. Et que voulez-vous transmettre en fait aux jeunes générations martiniquaises qui vous liraient en termes de valeurs, en termes d'idéaux? En termes de valeurs, je crois que ce qu'il est important, à mon avis, pour moi, de véhiculer à travers mon écriture, ce que je dirais aux nouvelles générations, c'est que notre pays et notre peuple et nos gens ne peut plus se faire défaut à lui-même. Ne peuvent plus se faire défaut à eux-mêmes. Et l'essentiel, c'est, à mon avis, aujourd'hui, d'être sur une ligne, non pas de fracture, non pas de division, non pas d'explosion de notre personnalité collective, mais au contraire d'essayer de recomposer dans un monde qui est hostile, dans un monde qui est guerrier, dans un monde qui est colonial, dans un monde qui est capitaliste à outrance et qui défait l'humain comme la nature au quotidien, de tenir les petits bouts de nous que nous avons pris 5 siècles à former et de les rassembler pour construire et non pas pour détruire, et pour construire ensemble. Ça paraît assez naïf, candide, mais c'est une démarche qu'il faut faire personnellement, quotidiennement, dans chacun des actes de la vie. Et construire un nous comme celui-là, c'est le construire au quotidien dans chaque dimension de son existence. C'est ce que vous faites personnellement qui aura une traduction positive d'un point de vue collectif et commun. Donc on se doit, à mon avis aujourd'hui, d'aller vers ça, d'aller vers un devenir martiniquais ouvert au monde, qui part du monde pour construire, mais pour construire réellement, pas dans cet élan de division contemporain, construire quelque chose d'alternatif, mais construire, j'ai envie de dire, une révolte positive face à cette négativité constante et ambiante. D'accord. C'est vrai que vos mots sont très forts. Donc, ce que vous souhaitez, c'est que le peuple martiniquais fasse peuple et société dans toute sa composante. Si j'ai bien compris. Je pense que nous avons à nous construire collectivement en dépit de nos conflits internes, parce qu'on ne pourra pas se construire sans régler nos problèmes collectifs et particuliers. Donc ça demande de faire un effort de vérité, d'honnêteté, afin de régler, on va pas rentrer dans les détails, mais on pourrait, nos problématiques collectives, qui sont saillantes dans le pays, de les régler ensemble, parce que nous savons, entre guillemets, quelles sont et où sont les zones de pression, d'exploitation, de division. Nous les connaissons, nous les avons identifiées depuis très longtemps, qu'elles émanent de pays ou de cultures différentes, qu'elles émanent de nous-mêmes. Nous savons quels sont nos maux, et nous avons des solutions qui sont tracées depuis longtemps, depuis le début du XXe siècle. On va situer les choses un petit peu, mais au moins depuis Légitime Défense, par exemple, en 1932,
depuis le mouvement de la négritude, depuis Fanon, depuis Glissant, bon là je parle d'intellectuels, mais on pourrait parler de mouvements sociaux, de mouvements ouvriers qui ont forgé ce pays-là et ses combats, et qui ont identifié très tôt tout notre potentiel, toutes nos richesses, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient spirituelles. Et nous avons à les reconnaître, à les assumer. Déjà, nous ne pouvons pas l'école, nous pas qu'on fait, mais il faut que nous fassions, parce que c'est un bagage là aussi. Et donc, il faut que nous prenions tout ça, il faut que nous marions, il faut que nous portions, puis il faut que nous allions devant, pas derrière. Mais justement, moi j'ai une dernière question à vous poser, parce que vous avez écrit une nouvelle intitulée La hauteur du combat, dans Fondas Créole. Est-ce que vous êtes un peu amer, Laurent Christian? Parce que vos textes semblent un peu, effectivement, à vouloir en fait changer les choses, mais avec beaucoup d'amertume. Non, pas d'amertume, parce que je suis heureux d'être en vie. Je suis heureux de pouvoir exprimer ce que j'ai exprimé dans la vie. C'est pas de l'amertume, c'est du réalisme et c'est de la lucidité face au combat que nous avons à mener, et qui est un combat d'autant plus difficile aujourd'hui, parce que je pense que le vrai combat actuellement, c'est de nous désaliéner entièrement, et ça passe par une chose qui est transversale et qui est, j'ai envie de dire, globale, mondiale, c'est de cesser cette exploitation capitaliste de l'humain et de la nature. Mais je le dis sur ce mode-là pour bien indiquer combien cette distinction-là, une distinction contemporaine qui est faite de manière très occidentalisée, mais la jonction justement entre la nature et l'humain, qui ne sont pas disjoints, au contraire, qui ont toujours été un, dans la diversité des cultures et écologiques. Il n'y a qu'une nature, et c'est une nature humaine autant que végétale ou autre. On a à comprendre et à reprendre tout ça pour que l'exploitation à outrance qui nous mène à l'apocalypse, disons, cesse. Et ce n'est qu'un combat politique et social qui mènera à tout ça face à la vague inarrêtable qui, depuis on va dire vraiment le 19e siècle, s'abat sur l'humanité dans toutes ses composantes. Donc ce sera le mot de la fin, donc on nous faille. On nous faille. On nous faille, ça commence dans l'eau force, en l'eau courage, mais il faut que nous faille. Il faut que nous ne pas mentir par nous. Merci Laurent. Merci Karina.